Alors, je vais donner la parole à notre président Luc Allaire, qui vient d'arriver du Chili. Oui, monsieur. Il est arrivé au Chili faisant partie d'une délégation envoyée par la CESQ d'observation au plébiscite du 4 septembre. Alors, il va nous faire rapport aussi. Alors, Luc Allaire, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde et merci d'être venu à cet événement de commémoration pour le 11 septembre. C'est le 49e anniversaire. L'année prochaine, ce sera beaucoup plus important parce que ce sera le 50e anniversaire. Il y a beaucoup d'activités qui seront préparées. On va vous en parler un peu plus tard. Alors, comme le disait Zaïda un peu plus tôt, à l'occasion du plébiscite national sur le renouvellement de la Constitution du Chili qui a eu lieu le 4 septembre, qui visait à proposer à la population du Chili une nouvelle constitution à l'issue des travaux de l'Assemblée constituante élue en mai 2021. La CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, avait mandaté 3 personnes afin de souligner la solidarité des organisations syndicales québécoises avec le peuple chilien. Ces 3 personnes, c'était la vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne, le président de la Fédération des syndicats de l'action collective, Juan José Fernandez, qui est un Chilien d'origine, et moi-même, responsable des relations internationales à la CSQ et président de la Fondation Salvador Allende. Donc, notre mission s'est déroulée du 30 août au 8 septembre dernier. Je suis revenu à Montréal le vendredi passé, le 9 septembre. Et nous nous sommes joints aux délégations de nombreux pays. Il y avait des délégations de l'Uruguay, du Pérou, du Brésil, de l'Argentine, du Mexique, de la France, des États-Unis, de la Colombie et de l'Espagne. Donc, on est en bonne compagnie, la délégation québécoise là-bas. On a rencontré des représentantes et représentants de la CUT Chili, la Centrale unitaire des travailleurs, du Colegio des Professores, qui est le principal syndicat d'éducation affilié à l'International d'éducation, comme la CSQ. On a rencontré des parlementaires, notamment Leonardo Soto, qui est le député et vice-président du Parti socialiste chilien et qui est aussi le cousin de la députée fédérale Soraya Martinez. Nous avons aussi rencontré Daniel Radoué, qui est le maire de Recoleta, qui est une banlieue, un arrondissement de Santiago, des membres de l'Assemblée constituante qui ont rédigé la constitution, le projet de constitution, Rodrigo Molino Fernandez, qui est le président de la Maison d'amitié Chili-Québec, et des membres de la Convergence sociale, qui est le parti du président Gabriel Boric. Notre objectif, c'était de témoigner de la solidarité du peuple québécois avec le peuple chilien et par la suite de pouvoir rendre compte au Québec, ici, de l'importance de ce plébiscite pour l'avenir de la démocratie au Chili, pour le respect des droits de la personne, et notamment le droit des travailleuses et des travailleurs. L'événement le plus marquant qui nous a touché le plus, c'est quand on a participé au grand rassemblement en faveur de la Pueblo, qui était le 1er septembre. Il y avait plus de 500 000 personnes qui étaient réunies à Santiago pour cet événement-là. Il y a eu des musiciens, beaucoup de discours, beaucoup de présentations. Et pour cette occasion-là, j'ai rencontré Isabelle Allende, la fille du président Salvador Allende. J'ai pu lui parler. J'ai rencontré aussi Carmen Frey, qui est ex-sénatrice et fille de l'ex-président Eduardo Frei, la présidente de l'Assemblée conventionnelle et représentante des peuples originaires, c'est comme ça qu'on appelle les peuples autochtones au Chili, Elisa Loncon, le maire de Huacuraba, Carlos Prats, qui est petit-fils du général Carlos Prats, qui a été assassiné lors de la dictature en Argentine, ainsi que le sénateur Juan Pablo Letelier, qui est le fils de l'ambassadeur du Chili à Washington, qui est Orlando Letelier, qui avait été assassiné par des agents de la dictature de Pinochet à Washington en septembre 1976. Ils avaient fait exploser sa voiture en plein Washington. Et c'est là que les relations entre le gouvernement américain et le gouvernement chilien s'étaient un peu détériorées. Il avait dit, si vous voulez faire vos exactions au Chili, faites-les, mais pas dans la capitale américaine. Alors, ça avait été un événement marquant là, à cette époque-là. Et on a pu rencontrer donc monsieur le fils de Juan Pablo Letelier. Donc, c'était un événement grandiose le 4 septembre. Il y a eu de nombreux témoignages qui ont relaté les principaux événements qui ont mené au référendum. D'abord, la victoire de Gabriel Boric comme président. Le référendum sur le changement de la Constitution qui a été adopté à 80 %. L'élection d'une Assemblée constituante paritaire représentative des peuples autochtones. Et un projet de nouvelle Constitution en faveur d'un Chili plus juste, plus digne, solidaire, écologique, communautaire, paritaire et plurinational.
Et le 4 septembre, toutes les délégations étrangères, on était réunies dans les locaux du Commando pour la Pruebo. C'est un peu ce qu'on là-bas il appelait le parapluie du oui, là. Ça s'appelait le Commando de la Pruebo. Et nous attendions les résultats avec impatience. Malheureusement, ben, vous le savez, près de 62% des Chiliens ont refusé le texte qui devait remplacer celui imposé par la dictature de Pinochet. Mais malgré la défaite, l'espoir est permis. Le président Gabriel Boric a aussitôt annoncé sa volonté de relancer le processus constitutionnel qui avait été entamé en octobre 2020 par un plébiscite appuyé à 80%. Et le chemin vers un Chili plus démocratique et plus juste a connu de nombreux obstacles dans l'histoire. On pense au coup d'État en septembre 1973 et aujourd'hui avec le mensonge et la désinformation. En effet, on a pu constater une manipulation médiatique de la droite. L'oligarchie et les secteurs qui se sont mis au service des intérêts des 1% les plus riches du Chili ont réussi à maintenir provisoirement la constitution qui avait été imposée sous la dictature. Malgré tout, en tant que démocrate, on doit accepter les décisions de la majorité et la tâche des progressistes chiliens sera de continuer à dialoguer avec les secteurs citoyens qui ont voté pour le rejet du projet de constitution. Pour plusieurs, sans avoir lu le projet et en se fiant à la campagne médiatique basée sur le mensonge et l'intimidation. Je vais vous donner quelques exemples. De nombreuses personnes ont dit voter rechazo parce qu'ils craignaient de perdre leur maison. En effet, le projet de constitution prévoyait de fournir un logement digne à l'ensemble de la population, mais la propagande de la droite s'est servie de cet article-là pour dire qu'il n'était pas mentionné le droit au logement privé. Donc, et on a plusieurs chauffeurs de taxi, quand on était à Santiago, qui nous ont dit « Je voterai pour la Pruebo, mais j'ai peur de perdre ma maison ». Ce qui était évidemment complètement faux, mais ça faisait partie de la propagande de la droite. La droite a aussi utilisé un article du projet de constitution sur le respect des animaux pour dire que les paysans n'auraient plus le droit de monter sur leur cheval. Vous voyez la propagande et le mensonge, jusqu'où ça pouvait aller à ce moment-là. Ils ont aussi martelé que la reconnaissance des peuples autochtones, comme ça se fait ici au Canada, pourrait entraîner une partition du territoire chilien, ce qui était évidemment faux aussi. Dans un pays où le droit à l'avortement n'est reconnu qu'en cas de viol ou de risque de santé pour la mère ou le fœtus, la droite a dénoncé la reconnaissance du droit à l'avortement qui était inscrit dans le projet de constitution. Et comme tous les médias sont contrôlés par la droite et que la droite disposait de budgets énormes pour la publicité, elle a réussi à convaincre une majorité de la population de voter rechazo. Même dans les régions les plus désertiques du Chili, où l'eau est privatisée et où la population n'a pas suffisamment d'eau pour se laver, les gens ont voté contre le renouvellement de la Constitution qui prévoyait que le droit à l'eau était un droit humain fondamental. Alors, on voit la force des mensonges qui étaient véhiculés par la droite. Et l'objectif de la droite, c'était clair, c'était de maintenir la conception de l'État subsidiaire qui est inscrite dans la Constitution qui avait été imposée par Pinochet. Selon cette conception de l'État subsidiaire, l'État ne peut pas intervenir si le secteur privé peut le faire. Donc, c'est ainsi que l'éducation, la santé, l'eau, les régimes de retraite, tout est privé. Et l'État ne peut offrir des services publics que si le secteur privé trouve que ce n'est pas rentable. Donc, ça réduit beaucoup l'espace du secteur public là-bas. L'objectif des forces progressistes, c'est maintenant de reprendre le processus constitutionnel qui a été adopté lors du plébiscite d'entrée le 25 octobre 2020. C'est d'ailleurs ce qu'ont affirmé les membres de l'Assemblée constituante qui demandent de reprendre le processus constitutionnel, car ce qu'ils disent, c'est que les Chiliens ne peuvent pas continuer à vivre dans l'ambiguïté. Après avoir adopté à 80% la rédaction d'une nouvelle constitution, il est nécessaire de poursuivre le processus pour remplacer définitivement la constitution qui a été adoptée sous la dictature. L'espoir suscité par l'Assemblée constituante en faveur d'un Chili plus juste, digne, solidaire, écologique, communautaire, paritaire et plurinational ne peut pas être arrêté à cause de l'instrumentalisation du mensonge et de la déformation de la vérité. Les progressistes chiliens partagent la conviction d'être du bon côté de l'histoire et que le Chili, dans un avenir rapproché, parviendra à construire une société différente du néolibéralisme et qui en fait actuellement une des sociétés les plus inégalitaires de la planète. Alors, je vous remercie.